impressionnant. Ah ouais. Il ne s'est rien passé, j'ai essayé de le voir. Autoroute, monsieur. Impressionnant. Impressionnant le moment où cela se produit, eh bien cette explosion est une explosion forte, une explosion qui a suscité des doutes. Évidemment, surtout parce qu'il y a un contexte de conflit, de guerre, n'est-ce pas ? Et donc avant, il y a eu des attaques constantes contre des zones de raffinerie de gaz, etc. Alors, face à cela, évidemment, la question était, est-ce que c'était un accident ou pas ? D'abord, passons aux détails, parce que maintenant, on le sait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette explosion ? Quand nous avons terminé la transmission de l'après-midi, c'est à ce moment-là que l'explosion se produisait exactement. Et via les shorts, nous vous avons partagé. Nous avons partagé des images de l'évolution, n'est-ce pas ? Face à ce rapport, évidemment, nous pensions qu'il s'agissait d'une attaque, n'est-ce pas ? Maintenant, selon les autorités du Qatar, il faut rappeler que le Qatar est aussi un pays qui cherche, eh bien cela peut être, comment dire, après ceux qui plaident pour que les choses se calment, disons parmi les pays, avec le Pakistan et le Qatar, ce sont essentiellement les pays qui cherchent à parvenir à cet accord, le fameux accord, n'est-ce pas ? Alors, dit l'autorité du Qatar, je ne sais pas si c'est pour enfin trouver une solution ou pour une autre raison, ou peut-être simplement parce que c'était vraiment un incident. Mais eux insistent sur le fait qu'ils ne voient jusqu'à présent aucune attaque de drone, c'est-à-dire qu'aucun type de cela n'a été détecté. Autrement dit, allons-y. Savatak, oui. Où voir exactement ? Cela ne signifie pas qu'il ne peut s'agir d'un sabotage ou autre. Mais ils affirment ne pas voir de signe de drone, du moins pas dans ce sens. Voyons les détails. S'il y a une forte explosion, c'est dans une zone de la ville industrielle de Ras Laffan, au nord du Qatar. C'est l'une des principales installations énergétiques mondiales en matière de gaz. L'incident s'est produit dans une usine située précisément dans la zone gazière. Les autorités ont attribué la détonation à un problème potentiellement technique, mais elles enquêtent. L'équipe de la défense civile a déjà été déployée immédiatement. Donc quoi qu'il en soit, il y a déjà des enquêteurs sur place pour s'en occuper. Il a confirmé qu'aucune fuite n'a été signalée. Au départ, il niait la présence de blessés et affirmait « non, il n'y a pas de blessés ». Tout était calme, comme si l'idée qu'il ne s'était absolument rien passé était forcée. Mais ensuite, des informations ont commencé à sortir, de plus en plus, et les choses n'étaient pas aussi calmes qu'elles en avaient l'air. Ensuite, on a commencé à donner des détails sur le fait qu'il y avait des disparus, qu'il y avait des dizaines de blessés. Et cela, eh bien, correspondait davantage aux images d'une explosion et à ce que les gens avaient entendu, etc. La détonation a même été entendue à Doha, la capitale du Qatar, c'est-à-dire à des dizaines de kilomètres de Ras Laffan, ce qui veut dire, eh bien, que l'explosion a été extrêmement puissante, non ? Cette zone d'infrastructure stratégique est essentielle pour eux en matière d'énergie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est un petit pays, riche mais petit, non ? Et il dépend beaucoup justement de cela, du gaz, n'est-ce pas ? Des détails évoquent déjà des personnes blessées, d'après les dernières informations dont nous disposons. Il y a 54 personnes blessées et il y a aussi déjà des disparus. Il y a 18 disparus. Voilà, cette information vient du ministre de l'Intérieur du Qatar. Et voilà, cette usine était l'une des plus grandes de gaz liquéfié au monde. Eh bien, voyez-vous, il y a eu cette nervosité. Heureusement, il semble qu'ils ne vont pas le prendre comme une attaque, c'est-à-dire, ils vont le considérer comme un incident technique. Du moins, jusqu'à preuve du contraire. Ça m'intrigue beaucoup, vraiment. Donc, on va laisser ça comme ça, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est ça, mais il y a des blessés, ils enquêtent. On verra plus en détail s'il y a d'autres informations dont on pourra parler. Mais passons à tout ce qui s'est passé autour de cette journée si étrange, si historique. Aussi parce que pour la première fois, nous voyons cette image. Regardez, nous voyons le Premier ministre du Pakistan. La personnalité la plus haut placée du pays, c'est lui qui est au sommet. Tout le monde le salue, celui qui est en bleu salue celui du Pakistan. Voyons, faisons une petite pause. Cet individu est celui du Pakistan, c'est le Premier ministre du Pakistan, n'est-ce pas ? Là, nous voyons que celui du Qatar va entrer, si je ne me trompe pas, on dit que c'est le Premier ministre. Le Premier ministre. Non, l'autre aussi est de premier niveau. Regarde Premier ministre avec Premier ministre, Qatar en bleu, Pakistan en marron clair, n'est-ce pas ? Ils se font une accolade et une bise, non ? Quelque chose comme ça. Ignorants, et ils ignorent J.D. Vance. Regardez, c'est que là, il est... Pardon. Je réduis l'image parce qu'on ne voit pas tout. Regardez, là, il est... Je veux que vous voyiez. Comment pues se salta.
Il y a plein de gens, et ce pays, c'est le Qatar, regarde là il est, J.D. Vance le salue, comme s'il allait le saluer, mais il se contente de le regarder et l'ignore. Et il va vers celui de l'Iran, et il salue aussi celui d'eux. Et les autres, comment ça va, mon pote? Non, c'est pas ça. Eh bien, il est là, ce jeune homme est là. Et voilà, il ne le salue pas, il le regarde, et il le salue, et c'est tout. Depuis J.D. Vance. Il ne lui reste plus qu'à discuter. Plus tard, on les voit discuter calmement, sans être... Mais ce genre de symbole attire l'attention, si tu veux. Pour cette réunion, celui-ci n'est pas entré. Ghalibaf, qui est le président du Parlement iranien, a refusé d'entrer tant que les caméras n'étaient pas sorties. C'est très intéressant parce qu'Abbas n'y va pas, Agarachi entre, mais Ghalibaf n'entre pas, donc il n'y a pas d'image, pas d'enregistrement de Ghalibaf ensemble. Eh bien, dans la même pièce, ni avec J.D. Vance, ni avec Steve Witkoff, ni avec Jared Kushner. Oui, couche, exactement. Et regarde, à un moment donné, ils étaient sortis, on en est resté là dans cette histoire, c'est-à-dire, vraiment, les Iraniens sont sortis. Tu vois, ils sont partis et bon, ils étaient déjà partis, je ne sais pas quoi, parce qu'ils se sont fâchés à cause de ce qu'a dit Trump, et Trump s'est fâché à cause de ce qu'ils ont dit. Eh bien oui, Pezeshkian, qui est le président iranien, c'est-à-dire l'Iran, a un effet domino, l'un après l'autre, et soudain, ils étaient déjà dehors. Les Pakistanais sont ceux qui convainquent les Iraniens de revenir à la table des discussions. Et donc, une fois dehors, on voit qu'ils reviennent. Et si un dialogue a lieu, il s'avère finalement qu'il existe bien un échange entre le Pakistan et les États-Unis, qui se rencontrent. Après des décennies sans le faire, et malgré les fortes menaces de Trump et de Massoud, Mazoupa et Pezeshkian et de tout le monde se disant des choses terribles, eh bien, ils se réunissent à nouveau. Quelques heures après avoir commenté cela, nous avons appris comment ce revirement s'est produit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces négociations ont duré jusqu'à l'aube du lundi en Suisse, ou 11. En Suisse, donde il y a un accord pour créer ce qu'ils appellent une cellule de désescalade, dont l'idée est de traiter les combats au Liban, qui est aussi un sujet qu'ils doivent aborder avec Israël. C'est aussi dans le cadre d'une feuille de route de 60 jours, c'est l'idée, 60 jours pour parvenir à un accord permanent entre les deux parties. Et ceci est la première partie des discussions qui a été annoncée avec le Pakistan et le Qatar, qui sont les médiateurs officiels et qui informent, en plus des discussions techniques qui se poursuivront tout au long de la semaine, également là-bas en Suisse, où cette première rencontre a eu lieu. Les discussions continueront sur des sujets plus techniques comme le nucléaire, etc. Et le Pakistan ainsi que le Qatar, tous deux ont publié un mémorandum dans lequel ils ont assuré qu'ils garantissaient le respect de la cessation des opérations militaires au Liban. C'est-à-dire qu'ils attendaient cela, y compris le gouvernement libanais, pour commencer l'accord, car c'est essentiellement la première étape. Donc on parle du fait que s'il y a au moins un rapprochement technique. D'ailleurs, j'ai mis la carte de Lucerne là en Suisse, parce que c'est à Lucerne que ce rapprochement a eu lieu, n'est-ce pas? Et c'est un endroit très beau, un endroit en plein cœur, là près des Alpes suisses et tout ça, donc il y a ce rapprochement, ils se réunissent. Qatar, c'était censé être... Le Pakistan et le Qatar ont vraiment été ceux qui sont arrivés comme médiateurs, et oui, ils ont apparemment très bien fait leur travail. Mais regarde la combinaison. C'est-à-dire la Suisse lui étant toujours le pays neutre, qui fait aussi tout ce genre de travail en fournissant le lieu, aux côtés du Pakistan et du Qatar. Eh bien, en connaissant de plus près la pensée plus arabe, disons, ou plutôt musulmane, parce qu'ils ne sont pas du tout arabes en réalité, ce sont des Perses. Mais bon, disons qu'il y a plus de proximité, plus de possibilités de se rapprocher et de faire avancer un peu le sujet. Et puis le Pakistan, qui est la seule nation nucléaire de la région, hormis Israël, la nation, disons, arabe nucléaire. Il y a aussi un peu de pression à part, puisque le Pakistan a beaucoup de liens avec l'Arabie Saoudite, en particulier en poussant cela, le Qatar, qui joue un peu le rôle de représentant des pays arabes, avec, ce n'était pas le seul pays du Golfe qui était présent là, n'est-ce pas ? En réalité, peut-être qu'il y en avait un autre, mais disons qu'en tant que Premier ministre, il n'y avait qu'eux donc, et un J.D. Vance qui semblait même un peu mal à l'aise, comme s'il n'était pas à sa place, non ? Comme s'il ne connaissait pas vraiment le sujet ou quelque chose comme ça, et puis, au final, c'est un personnage qui, je ne pense pas, est très apprécié, non ? Évidemment, donc, il avait l'air d'être un peu à part, il semblait à l'écart.
On l'envoie constamment parce que c'est le personnage de son mandat, Trump, et en tout cas, celui qui aurait dû être là, c'était Marco Rubio. En réalité, c'est lui qui a le poste pour signer et pour faire les démarches qu'il doit faire exactement. Mais bon, à J.D. Vance, on lui a essentiellement confié cette mission, n'est-ce pas? Parvenir à un accord qui soit bon, sinon ce sera aussi essentiellement de sa faute. Et il y a une réaction de Abbas Agharachi à cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui, où il affirme qu'il y a eu des avancées importantes dans les discussions, dit-il. La médiation pakistanaise et qatari a permis d'importants progrès pour mettre fin à la guerre du Liban. Elle a affirmé que la mise en place d'une cellule de désescalade dans le conflit libanais est la première véritable épreuve. Elle a souligné des avancées majeures dans les négociations et la suspension des exportations de pétrole et produits pétrochimiques. Le blocus s'est levé, certains avoirs gelés sont libérés et un important plan de reconstruction et de développement pour l'Iran est mis en œuvre. Nous verrons si c'est vrai, car Trump disait qu'il n'aurait pas un centime et maintenant il évoque la libération des avoirs gelés. Mais alors, on parle du fait que ça va se faire dans 60 jours, non? Dans 60 jours, il doit déjà y avoir, disons, l'accord complet, non? On met déjà fin au conflit, on signe la question du nucléaire. Masoud Pezeshkian disait « Non, nous allons continuer à enrichir l'uranium aujourd'hui. » Oui. Mais en même temps, il a dit « Mais nous n'allons pas fabriquer d'armes nucléaires. » C'est-à-dire qu'après, il a un peu nuancé, et dans cette nuance, il parle de ne pas fabriquer d'armes nucléaires et de s'engager avec l'AIEA. Et tout ce discours-là. Alors, ils ont ça, ils ont ce public, ces politiciens plus extrêmes qui veulent dire non, il faut continuer avec l'uranium, et d'un autre côté, ils ont l'autre camp. Et le monde leur dit que si vous continuez comme ça, la guerre va continuer et il n'y aura aucun moyen d'arrêter ça. Alors, c'est là que réside l'importance d'un personnage comme Pezeshkian, qui est en théorie le modéré. N'est-ce pas? Exactement. Et aujourd'hui, Tankers-Trackers.com est une ONG qui suit essentiellement les navires pétroliers. Elle informe que l'Iran a profité de cette trêve pour envoyer en haute mer 36 millions de barils selon Tank Trackers. Et le pétrole iranien, il se vend en ce moment à peu près entre 75 et 78 $ le baril après les remises. Et donc, en conséquence, l'Iran a réussi à générer, rien que pendant ces quelques jours d'ouverture, entre 1,8 et 2,2 milliards de dollars de revenus bruts, étant donné que l'Iran exporte 1,7 million de barils par jour. Avant la trêve, on peut dire qu'il a récupéré 21 jours de blocus. De plus, plusieurs pétroliers vides sont entrés dans les eaux iraniennes au cours de ces dernières semaines afin d'augmenter leur capacité de stockage flottant. Voilà l'événement, voilà l'endroit, voilà la réunion où cela s'est produit. C'est curieux de voir les 4 drapeaux, n'est-ce pas? Sur le côté droit, on voit le drapeau iranien. Plus loin, je ne sais pas. Et de l'autre côté opposé, il y a les États-Unis. Et au milieu, entre les États-Unis et il y a l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Il y a le Qatar, puis évidemment le Pakistan. Et ensuite l'Iran, non? Alors c'est le sommet du lac Lucerne, non? Cette sorte de sommet, cette réunion à Lucerne, en Suisse, et au moins nous sommes revenus à la table des négociations. Évidemment c'est intéressant, mais ils diront sûrement quelque chose de plus. Ils diront sûrement quelque chose de plus. Oui, bon. Aujourd'hui, il y a eu un commentaire assez curieux de la part du ministre de la Défense allemand, ce Pistorius, Boris Pistorius. Aujourd'hui, il affirme que la fermeture du détroit d'Ormuz est la faute de Donald Trump. C'est ce qu'il a dit, tel quel, il l'a dit sans détour, n'est-ce pas? Le ministre de la Défense allemand a accusé aujourd'hui, 21 juin, le président des États-Unis et demandé la réouverture de cette voie maritime actuellement fermée. Oui, ils disent, définitivement, le bouchon qui obstrue le détroit d'Ormuz a été mis par Donald Trump, pas par nous, mais nous avons des intérêts à le rouvrir. Elle l'a déclaré lors d'une interview à la télévision allemande. L'Allemagne, le détroit d'Ormuz, c'est une route clé. Et donc, ce que demande essentiellement Boris Pistorius, c'est la réouverture. Et si l'ouverture du détroit d'Ormuz, ou plutôt le passage sécurisé à travers celui-ci, est dans l'intérêt de l'Europe, dans l'intérêt de l'approvisionnement énergétique et de notre reprise économique. Et regardez. Il y a un rapport publié dans les médias américains dans lequel ils affirment que la petite guerre est là, n'est-ce pas? Depuis le 28 février jusqu'à aujourd'hui, cela a coûté 40 milliards de dollars aux États-Unis. Mais ce sont 40 milliards de dollars de plus. Il faut ajouter les engagements que les États-Unis prennent pour payer certaines choses.
Alors il y a une dépense d'argent énorme, tout cela pour que le conflit, en gros, ne continue pas. Alors pourquoi l'avoir commencé? Tu aurais pu économiser ces 40 milliards qui auraient été très utiles pour d'autres sujets, et donc le point était: quel accord vas-tu obtenir? Maintenant, voyons si cet accord sera signé et si vraiment la marmite peut être à l'intérieur. Et voir si cela sera vraiment respecté, non? Et ça, seul le temps le dira, mais... Ah, d'accord. Ces chiffres font partie d'une analyse du Centre d'études stratégiques et internationales où, selon leurs estimations, les 100 premières heures de la guerre ont coûté aux États-Unis 3,7 milliards de dollars. Au 12e jour, le coût avait déjà atteint environ 16,5 milliards de dollars. Ensuite, le coût journalier des combats a baissé à mesure que les attaques devenaient plus rares, car en avançant, ils étaient plus tranquilles. Ce qui donne un total de 40 milliards de dollars en incluant le coût des munitions, de l'équipement détruit et des dommages causés à la base. Cependant, ce montant n'inclut pas encore les coûts opérationnels qui sont déjà prévus dans le budget du Pentagone pour 2026, lesquels dépassent le billion de dollars. Et regardez, d'un autre côté, ce Netanyahou s'est déjà exprimé et réaffirme qu'il va empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Il reste sur le même sujet, n'est-ce pas? Et il dit, bon, accord ou pas accord, ils vont rester attentifs à cela. Il réaffirme la présence d'Israël dans le sud du Liban. Autrement dit, ils disent que les militaires israéliens, les FDI, vont rester là-bas. Israël demandait aujourd'hui 3 choses. Que ce soit derrière le fleuve Litani, c'est-à-dire que le Hezbollah soit derrière le fleuve Litani et qu'il dépose les armes. Autrement dit, il s'agit essentiellement de démanteler tout ce dispositif et que toute l'infrastructure militaire que possède le Hezbollah du fleuve Litani vers l'avant, vers Israël, vers la frontière israélienne, soit complètement démantelée. Jusqu'à présent, cette question n'avait pas d'autre solution. Il y avait un point supplémentaire, à savoir qu'Israël puisse opérer à l'intérieur du Liban s'il est attaqué. Autrement dit, ils ne lui poseraient pas de problème et lui laisseraient toute la liberté d'attaquer s'ils estimaient en fait qu'une opération était dirigée contre lui. Eh bien, évidemment, face à cela, il apparaît clairement qu'il y a encore des tensions sur ce sujet. N'est-ce pas? C'est précisément sur la question du détroit d'Ormuz également aujourd'hui, à travers un média iranien appelé Tasnim. Ils assurent, selon une source qui était à la table des négociations, que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert, jusqu'à ce que le cessez-le-feu soit respecté au Liban. En gros, s'il n'y a pas de cessez-le-feu des deux côtés, en parlant surtout d'Israël, cette voie restera fermée. Eh bien, la seule exception serait de permettre la vente du pétrole iranien. Ce n'est que pour cela que la voie sera ouverte pour sortir le pétrole iranien, mais à part ça, il ne se passera rien. Nous interrompons votre programme. C'est pourquoi d'autres sujets, d'autres thèmes également importants concernant ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Eh bien, aujourd'hui, le Royaume-Uni se prépare à tester ce qui serait un avion spatial et hypersonique afin de réaliser des vols plus rapides. Ce projet s'appelle Invictus et il est soutenu par l'ESA, qui est comme la NASA, mais pour l'Europe. Et son objectif est de construire ce véhicule d'essai en réutilisant des pièces afin d'atteindre ce qu'on appelle Mach 5 d'ici 2031 et... Imaginez-vous, c'est plusieurs fois la vitesse du son. C'est impressionnant, vraiment. Eh bien, il y a de plus en plus de développements, certains même déjà testés, d'autres encore en cours de développement et d'autres qui sont à l'étape expérimentale, mais déjà essayés. Il y a peu de temps, nous vous parlions de ce projet de type Concorde pour faire des voyages en très peu de temps. De New York à Londres, par exemple, pouvoir voyager entre continents en quelques heures. En vérité, c'est vraiment très intéressant. Et sans le zoom, le bang sonique, ce fameux phénomène qui peut aussi causer beaucoup de problèmes et de vibrations, qui peuvent même être nuisibles pour l'être humain ou pour les infrastructures également. Regardez, c'est-à-dire si on provoque ce bang sonique, ça peut même être dangereux. Donc, ils sont déjà en train de construire cet avion. En fait, ils l'ont déjà testé. Ils n'en sont qu'aux toutes premières expérimentations. Mais évidemment, ils vont continuer à accumuler de l'expérience avec ce genre de choses, n'est-ce pas? Passons aussi à d'autres sujets importants. Eh bien, là, il y a une confirmation d'un autre cas, aussi de ce H5.
Cette grippe aviaire qui a été détectée en Australie, qui était l'une des régions du monde où il n'y avait pas eu de cas depuis très longtemps. Un nouveau cas s'ajoute maintenant, n'est-ce pas ? Exactement, il me semble qu'hier ou avant-hier, tu parlais du premier cas qui avait été signalé, non pas par le Premier ministre d'Australie. Eh bien, aujourd'hui, les autorités confirment qu'un deuxième oiseau malade a été trouvé sur une plage isolée de la côte sud de l'Australie occidentale et qu'il a été testé positif à la souche mortelle de la grippe aviaire. La ministre fédérale de l'Agriculture, qui s'appelle Julie Collins, a déclaré que les tests effectués au CSIRO confirme que tant ce qu'on appelle le labe brun que le pétrel géant du Nord sont concernés. Ont-ils été testés positifs à la grippe aviaire H5N1? Les deux oiseaux ont été trouvés dans la même zone appelée Espérance, à environ 700 km au nord-est de Perth. Et les autorités ont confirmé samedi matin que l'oiseau brun était également atteint de la maladie. Eh bien, cela fait partie, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans cette région du monde. Nous avions déjà parlé de cela à propos de l'Australie, L'Australie est un peu isolée, donc parfois elle échappe à certaines de ces épidémies zoonotiques et des choses comme ça. En parlant de cela, puisque nous sommes sur ce sujet, il y a aussi ce qui se passe avec la question de l'Ebola. Les informations sont mises beau à jour. Les cas d'Ebola dépassent déjà le millier. En République démocratique du Congo, on a dépassé les 1000 cas confirmés. On sait qu'il y en a beaucoup plus. Il y a déjà 254 décès. Le nombre de décès confirmés et suspects augmente également de façon assez considérable, car il est bien plus élevé. Le fait est que 365 personnes se sont rétablies, et il faut aussi le dire. Non, je veux dire, il y a des centaines de personnes qui parviennent à se rétablir, et on trouve de plus en plus de moyens pour se rétablir. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne suivent pas les procédures qu'on leur demande pour, en gros, éviter de mourir, et ils s'échappent des hôpitaux. Non, et il y en a beaucoup. Vous savez comment ça se passe ? Beaucoup d'informations, beaucoup de problèmes internes là-bas, en plus des conflits avec les groupes de guérilla. Il y a 8 divisions dans le pays, donc beaucoup de problèmes. Le point, c'est qu'en même temps, ça continue d'augmenter. Il y a 3 provinces qui sont touchées. Par quoi ? Des cas, non ? Et ce qu'ils demandent, c'est d'avoir de l'ordre, c'est-à-dire savoir qui a été contacté, connaître quels sont les cas, continuer à essayer d'informer les gens. C'est tout un travail énorme. En plus, ces pauvres médecins, infirmiers, assistants et tout ça risquent leur vie parce qu'on les traite très mal. C'est-à-dire que parfois, on leur demande de garder les corps des personnes décédées et des gens viennent avec des armes et tout ça. Et si tu ne leur donnes pas, tu risques de perdre la vie. Enfin, il y a beaucoup de choses très dures, non ? Exactement, il y a des images très choquantes quand ils s'occupent des enterrements où des gens très agressifs arrivent et leur arrachent les corps, non? Et évidemment, les médecins s'exposent énormément avec ces attaques, tout comme les personnes qui les commettent. Eh bien oui. Écoutez, aujourd'hui, le football était vraiment bizarre. Oui, et... Mais très intéressant. Bien sûr, voir un 0-0 entre la Belgique et l'Iran, par exemple, non, déjà dès le départ. Là, ce groupe commence déjà à égalité. À égalité, comme ils ont fait match nul, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Uruguay ? Que se passe-t-il entre l'Uruguay et le Cap-Vert ? Tu regardes le match quand ? Sincèrement, eh bien, le Cap-Vert a aussi fait son travail, mais évidemment, l'Uruguay reste plus technique et tout ce que tu veux, mais le Cap-Vert avait ensuite plus faim. Je pense sincèrement qu'ils avaient un plus faim de gagner, n'est-ce pas ? Cet Uruguay avec toute la technique du monde, avec toute l'expérience du monde, parce qu'il faut reconnaître que l'Uruguay a beaucoup de joueurs internationaux et tout ce que tu veux. Beaucoup d'histoires. Le football a beaucoup d'histoires, mais celle du Cap-Vert est sans doute la meilleure. En train de la faire ? Il est en train de la faire, n'est-ce pas ? Exactement, et on sent une grande envie de gagner, de tout donner. Ça se voit clairement dans le jeu, c'est impressionnant. Et maintenant, ça devient très compliqué pour l'Uruguay parce qu'ils vont affronter l'Espagne, et l'Espagne arrive super confiante, déjà très bien positionnée. Elle avait aussi besoin de points, car lors du premier match, elle n'en a marqué qu'un, non ? Oui, maintenant, elle en a déjà 4. De toute façon, elle est la leader de son groupe. Mais l'Uruguay va vraiment avoir du mal, alors que le Cap-Vert a un match plus facile contre l'Arabie Saoudite. C'est saoudien. C'est en ce moment. Imagine, l'Uruguay et le Cap-Vert ont le même nombre de points. L'Uruguay, le Cap-Vert, et puis le Cap-Vert, comme tu dis, va affronter l'Arabie Saoudite. Et c'est plus facile. Donc maintenant, le Cap-Vert va tout donner. Ils vont tout laisser sur le terrain. Ils vont tout donner contre l'Arabie Saoudite, qui sera éliminée. Oui, c'est bon. Eh bien, même si une équipe dit qu'elle va faire de son mieux, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas ?
L'autre y va parce qu'elle peut encore se qualifier et elle va tout donner. Après, on verra ce qui se passe, non ? Je pense que beaucoup d'entre nous vont essayer de regarder ce match. Même si on n'est pas vraiment des grands fans de tout le football, ça a été très intéressant. Et ça a été très intéressant. L'Espagne, impressionnant, non ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu les buts, mais en face, ils ne pouvaient rien faire. Sincèrement, non. Franchement, là, on a vraiment vu qu'ils étaient d'un bien supérieur. C'est l'Espagne et la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, je n'ai absolument rien vu. Nouvelle-Zélande, Égypte, l'Égypte a gagné. L'Égypte, oui. 3-1. 3-1, incroyable, je veux dire incroyable. Je ne savais pas. Que l'Iran contre l'Égypte, bien sûr l'Égypte. Ça va être, tu as vu ? Que l'Iran va jouer contre l'Égypte, c'est bien, sûrement l'Égypte va gagner. L'Égypte. Je dis que si tu avais dit Belgique, Iran, je n'aurais pas dit Belgique, sûrement oui. Et regarde, ils ont fait match nul, c'est-à-dire, donc on va voir. Au fait, il y avait une protestation là, dans le public. Je ne sais pas si je peux mettre l'image en pause comme ça, mais on va la mettre parce qu'il y avait dans le public une protestation qui a beaucoup circulé d'une personne. Voyons si on va la mettre ici, une personne qui est là. Regardez, enfin, voyons. C'est cette personne qui a une pancarte, ils sont à Los Angeles. Ce n'était pas, il me semble, et la personne. Eh bien, montre, voyons, là il y a une preuve. Une plainte disant « Pourquoi ont-ils retiré un joueur iranien ?» Pour avoir critiqué le gouvernement iranien, n'est-ce pas pour avoir été critique, non ? Et si on appelle Jamas Massager, qui était gardienne de but, elle... Il était gardien de but, il n'était pas... Gardien de but ? Non. Eh bien, le point, c'est qu'il l'enlève, il ne l'enlève pas, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un là-bas en train de protester. C'est comme ça qu'il était gardien de but ? Oui, bon, oui ou non. Ça apporte aussi cette image de « qu'est-ce qui se passe ?» C'est le mémorandum entre le Pakistan et le Qatar où ils disent que cette cellule a déjà été formée. Bon, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est la cellule pour désamorcer la situation au Liban dans les 60 prochains jours et pouvoir continuer dans l'accord. Bon, c'est l'image. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec Trump qui a officiellement annoncé le départ de Starmer, le Premier ministre ? Du Royaume-Uni, demain très tôt, il a dit non, il va déjà faire ses adieux lundi. Oui, enfin, c'est ce qu'on sait. Il y a la rumeur que Starmer va partir lundi depuis vendredi. C'est la rumeur, mais ça fait mal vu que le président le dise. C'est dur car Trump ne dit pas vraiment ce qui s'est passé ici, ni ce qui se passe. Voici une partie des manifestations dont nous parlions tout à l'heure contre les résultats là-bas en Colombie. Eh bien, il commence à y avoir des manifestations, ce ne sont pas... On voit des manifestations plutôt calmes, n'est-ce pas ? C'est ce que je vois du moins sur cette image. Et puis il y a aussi cette autre image qui apparaît. Je ne sais pas si tu veux en parler. C'est une attaque récente du commandement Sud, comme celles qui surviennent souvent dans la région du Pacifique. Il me semble que cela aussi se passe dans le Pacifique. Enfin, l'un est dans les Caraïbes. C'est dans les Caraïbes où ils affirment avoir détruit une embarcation supposément liée au narcotrafic, où 2 personnes auraient perdu la vie et 6 auraient survécu. On le voit assez bien. Ils ont survécu. Cela attire l'attention. Cela a été coordonné avec la garde des États-Unis lors d'une opération, de ces opérations impressionnantes qu'ils ont également signalées. Elles s'ajoutent, ce sont des opérations cinétiques, comme ils les appellent, avec une force cinétique dirigée vers cette région du monde. D'ailleurs, les mouvements militaires ne cesseront pas. Même s'il y a un accord et tout ce que tu veux, les mouvements militaires ne s'arrêtent pas en ce moment dans le détroit d'Ormuz. L'activité militaire, celle des États-Unis, est très intense. Si on regarde ici, on voit des mouvements d'avions ravitailleurs, presque 135 Star Tankers de l'US Air Force et un avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance maritime. Le P-8A Poséidon des États-Unis est actif en ce moment, il y a aussi de l'activité dans ce sens. Donc faites attention à cette affaire. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Merci beaucoup de nous accompagner. Bonne fête des pères, n'est-ce pas ? Aussi aux grands-pères, ici il y en a plusieurs, donc félicitations à eux aussi. Bravo pour ce que j'ai accompli. Selon l'évolution du groupe, la 3e place pourrait affronter le Mexique. Nos adversaires potentiels seraient donc le Cap-Vert, l'Uruguay ou l'Arabie Saoudite. Honnêtement, je préfère l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est la plus facile. Oui, bon point. J'ai soulevé un bon point. Salutations à Sébastien. Oui, nous sommes contents car Abelardo n'a plus gagné en Colombie. En bas à gauche, Sébastien, salut. Salut Sébastien, comment vas-tu ? Raoul Sachs, salutations à tous de Cebola. Pardon, il dit Cebola les pommes de terre, on se casse le dos pour les parents, pardon pour les papas, pardon les parents, on se casse le dos jour et nuit. À la fin, on reste seul. Les enfants ignorent qui parle et pourquoi. Dis non. Eddie, ça n'a pas à être comme ça.
Eh bien oui, parfois ils font leur vie d'adulte et tout, et il y a un peu de séparation, mais non, 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 ce n'est pas forcément comme ça. Salut à Eddie, comment vas-tu? Raoul Sachs, énorme salutations. Lucia Escudero demande: ils interdisent vraiment les bouteilles d'eau rechargeables dans les stades? Pourtant, selon la BBC, cette Coupe du Monde est la plus polluante. Je suis sidéré. Tout ça juste pour gagner plus d'argent, ça arrache les tripes à la FIFA et ils en parlent ainsi. La question de l'eau doit vraiment être prise au sérieux, franchement. C'est un droit humain. Comme dans les cinémas, ils peuvent te refuser certains aliments, mais pour l'eau, ils ne peuvent absolument rien te dire, non. Et il dit que la grande erreur de certaines sélections de la CONMEBOL, c'est de sous-estimer les petits pays comme le Cap-Vert et Curaçao. Certaines sélections ne se préparent pas à affronter des pays qui n'ont rien à perdre. Exactement, oui, parce que déjà, par exemple, dans le cas de l'Écosse, bon, peut-être que ça s'est mal passé, mais les gens qui y vont, j'adore, parce que les Écossais qui sont en ce moment à Boston et qui ont déjà fini tout l'alcool de l'est de la ville disent qu'ils savent qu'ils ne vont rien gagner. C'est la première fois qu'ils participent à une Coupe du Monde, mais ils y vont simplement parce qu'ils ont réussi à se qualifier pour participer à la Coupe du Monde. Mais bon, les gens, les Écossais, n'ont rien à perdre. Les joueurs non plus. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire, allons-y pour prendre un peu d'eau fraîche. Avec un peu de glace. Oui, merci beaucoup, je crois. Bonne fête des pères, et merci à Raoul Saxa. Salutations à la communauté, aux papas et grands-pères. Je vous embrasse fort et j'espère que vous avez passé une excellente journée. Il dit que dans le monde, au moment où un candidat de gauche gagne, il devient de droite, dit Wilco. Oui, c'est-à-dire normalement les candidats de gauche ou de droite, une fois qu'ils prennent leurs fonctions, vont généralement plus vers le centre. C'est logique, c'est normal pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Je veux dire, c'est aussi ce qu'il y a de plus sain. C'est-à-dire que si tu es très à gauche, tu te rapproches du centre, ou si tu es très à droite, tu vas aussi plus vers le centre, et tu ne restes pas complètement là, isolé et polarisé. Mais bon, c'est ce qui est normal. Ça dadite, et sa pauvre Colombie, mais le bon côté, c'est que ce n'est que pour 4 ans. Espérons qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Esprit l'a dit. Anna a fait, dit Raoul par ordre alphabétique. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, et ensuite la fête de Pépé. Salutations Raoul. Il dit: moi, je suis papa et papito, dit Martin. Et Papachito, c'est ça, Martin. Mais cet oignon affirme que l'essentiel, c'est un changement positif. Oui, ce qui compte, c'est ce qui est sain, pas qu'ils alternent d'un côté à l'autre. Eh bien oui, au final, le problème c'est qu'ils se paralysent et que tu vois les personnages devenir de plus en plus extrêmes d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça qui inquiète un peu. Évidemment, j'espère que les équilibres continueront, tout simplement. Salut. Eddie, comment vas-tu, Raoul? Super, Tapati, à Blues, très bien. Alejandro, comment vas-tu? Comment tu as été? Dit Alexandre le bébé. Et que se passerait-il avec l'affaire du Groenland? Que Trump voulait prendre le Groenland et toute cette histoire. Mais un jour il baisse le ton et le lendemain il remonte sur ce sujet, non? Il est comme ça tout le temps, il ne change pas d'avis sur ce sujet, non? Exactement, un sujet très compliqué. Plusieurs se souviennent qu'à un moment donné, il a pensé qu'il serait possible d'échanger le Groenland avec le Danemark contre Porto Rico. Comme un étrange jeu de cartes, sa façon de penser est bizarre, mais c'est ainsi la mentalité de monsieur. Salutations à Edith, édition On la salue. Martine, et je sais que vous connaissez Marie-Corinne et la tradition de Trump. Eh bien, aujourd'hui, elle est sortie dire aux Colombiens de bien réfléchir à leur vote, de le faire en pensant au meilleur pour leur pays, n'est-ce pas? Sans en favoriser aucun. Eh bien, Voilà, comme ça c'est bien. ne soutenir personne, c'est être un touriste mondial faisant semblant de croire qu'il fait du tourisme. Qu'il fasse ça, qu'il t'achète cette carte. Salutations à Juan Carlos Sanchez à Mexico. Quoi de neuf? Salut Carlos, comment vas-tu? Un grand bonjour aussi à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne via Super Chat, Super Sticker ou Super Remerciement. Il y a aussi une nouveauté dont j'ignore le fonctionnement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Cadeau. Je ne sais pas trop comment ça marche. Ça va s'afficher ici pour vous. C'est une nouvelle fonction et bon, c'est aussi une façon de soutenir la chaîne. Et ceux qui offrent des abonnements aux abonnés, c'est très apprécié aussi. Ce soutien-là, il dit que ce Trump jouait beaucoup au Monopoly. Voilà, c'est pareil, c'est de Wigoff. C'était son truc à lui, dit Moreau. Aujourd'hui, on fait même cuisiner les papas, dit Moreau. Mais celui-là, il était bien. Si tu aimes cuisiner, c'est cool, non?
Et puis la touche est différente, pas comme celle du papa. Normalement, c'est différent, non, je ne sais pas, c'est comme un changement. D'un coup, eh bien, c'est sympa, il dit aussi non. Comment tu crois que la Colombie ne veut pas devenir comme le Venezuela ou Cuba ? Nous, on aime notre liberté, dit Sébastien Di Moro. Aujourd'hui, quand on nous demande de cuisiner ou qu'on l'a lu, dit le grand-père de Maria Corina, non salutation, dit celui-ci, est le plus grand touriste du monde, dit Raoul Sens. Si tu fais attention, il n'est pas là, c'est incroyable. Bon, allons-y. Bonjour les amis, salutations à tous. Et bon, vous savez déjà que nous sommes ici sur WhatsApp et sur Telegram. Nous vous envoyons les notifications des directs, mais nous sommes aussi sur Facebook, sur X, sur Instagram, et vous pouvez nous chercher là-bas. Bon, on se voit demain matin. Nous vous donnerons les informations les plus importantes qui se passent dans le monde pour que vous soyez au courant, d'accord ? Merci à toute la communauté. Bonne fête des pères aux papas et grands-pères. On continue à discuter. Marvin, comment vas-tu ? Salutations, on parle jusqu'à demain. Vic Seka, ça va ? Bonsoir, bonne semaine, à bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Toile. Merci pour... Organisez la vérité. Voici. PP indirect. PP indirect. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ici, nous l'analysons, approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne, PP en direct, contrôle le signal. PP en direct dit la vérité, journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas le fil, à la prochaine, oui monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi, oui. PP en direct dans la place.